Bien sûr, on va écouter Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, Pierre Rosanvallon, bien sûr, et puis Anne Perrault, qui est inspecteur général des finances. Oui, pardon. Donc, voilà, c'est pour moi un moment de grande émotion de rendre hommage à la mémoire de Daniel Cohen. Daniel est un personnage tout à fait extraordinaire et je crois que les témoignages toute cette journée, malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, vont démontrer à quel point, enfin, vont illustrer à quel point Daniel est un personnage hors du commun. C'est un personnage extraordinaire. Je l'ai connu il y a 40 ans et malgré le fait qu'on se soit connu il y a longtemps, qu'on ait des sujets d'intérêt commun. Il enseignait la croissance et moi j'ai travaillé quasiment toute ma vie sur la théorie de la croissance et nous avions d'autres intérêts en commun, un même souci de changer le monde, nous étions du même bord politique. Tout nous amenait à être très proches et je crois qu'on s'est un peu manqué. Alors on s'est un peu manqué parce que en fait je suis parti aux États-Unis au moment où lui revenait des États-Unis, c'est-à-dire au début des années 80. On s'est un peu manqué aussi peut-être parce que moi je me suis plongé complètement dans la recherche et Daniel, qui était un fantastique économiste, s'est davantage consacré, après avoir démarré sur des chapeaux de roue, notamment avec Jeff Sachs et tous les travaux qu'il a faits, s'est consacré davantage à la transmission, à bâtir une école et avec le succès qu'on connaît. Et il a été un grand intellectuel en France. Il a influencé la gauche, le débat français, au-delà du fait qu'il a bâti toute une école en économie. Et donc c'est peut-être ça qui fait que nous aurions pu interagir davantage que nous ne l'avons fait. En tout cas, j'ai cette espèce de frustration que j'aurais voulu beaucoup plus profiter de lui. Alors il y a évidemment cette énigme, pourquoi Daniel n'a pas poursuivi dans la recherche. Il était beaucoup plus doué que moi. Je sais pas que j'ai une histoire. En 95, j'avais eu quelqu'un qui m'avait beaucoup aidé en mathématiques, qui s'appelait Jean-Marie Exbraya, que j'avais eu comme colleur en mathématiques, en maths spé à Henri IV. Et j'ai beaucoup appris de maths avec Exbraya. Pour moi, c'était... Et en 95, donc beaucoup plus tard, je revois Exbraya, je lui demande un conseil. Est-ce que je devais accepter un job aux États-Unis ou pas ? Et Exbraya me dit, écoute, demande à la personne la plus étonnante que j'ai jamais eue comme élève. C'est Daniel Cohen, qui est dans l'économie. Voilà. Donc, mais je savais, je n'avais pas besoin qu'Exbraya me le dise. Je savais à quel point Daniel m'était supérieur. Et je me suis toujours demandé pourquoi Daniel n'a pas poursuivi dans la recherche, mais je crois qu'on ne peut pas tout faire. Et je crois que c'est un choix qu'il a fait. Et il a évidemment excellé dans les choix qu'il a fait. Il a été un formidable... Je vais juste insister sur deux aspects. Daniel, bâtisseur d'école, et Daniel, humaniste. Daniel, bâtisseur d'école, Daniel a su détecter, comme personne d'autre, des grands cerveaux qui ne se destinaient pas à l'économie, a priori, qui se destinaient vers les mathématiques, comme Fary, vers l'histoire, comme Esther Duflo, vers la philo, comme Julia Cagé ou d'autres. Et il a attiré ces cerveaux vers l'économie. Voilà. Donc il a, que ce soit Fary, Duflo, Zuckman, Landier, Landais, Gabex, Philippon, tous ces gens qui n'étaient pas forcément destinés à faire de l'économie, il les a attirés vers l'économie. Et je donne pour preuve, il y a eu ce livre qui a été publié il y a quelques années sur l'histoire des 20 années du prix du meilleur jeune économiste français, qui est un prix décerné par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Et la plupart des lauréats du prix avaient été des élèves de Daniel et rendaient hommage au fait que ce soit Daniel qui les ait amenés vers l'économie, à tout ce qu'ils devaient à Daniel. J'étais moi particulièrement proche d'Emmanuel Fary, qui nous a quittés il y a 3 ans, qui était un grand esprit, et tout le monde a loué, qui était un certain de gagner le prix Nobel également, comme Esther l'a eu, et qui sans arrêt me disait la dette intellectuelle qu'il avait à l'égard de Daniel, et je voyais beaucoup Emmanuel Fary, et donc je savais à quel point Daniel avait changé sa vie, comme il a changé la vie de beaucoup de gens. Donc Daniel a envoyé beaucoup de ses étudiants aux États-Unis, ou au MIT, à ce moment-là c'était Blanchard avec qui il traitait, Olivier Blanchard, ou bien Harvard, et c'était moi puis Emmanuel Fary.
Mais tous ces gens ont gardé un lien avec la France, et c'est pour ça que ça a aidé au fait qu'ils aient le prix du meilleur jeune économiste, qui récompense à la fois des contributions académiques, mais aussi des gens qui marquent un intérêt pour la politique économique en France. On me raconte cette histoire qu'un étudiant vient voir Daniel avec un début, je sais pas, une régression mal faite ou un modèle qui marche pas bien. Quelqu'un d'autre aurait rabroué l'étudiant et Daniel, mais disait mais c'est génial, mais il y a une idée formidable, mais tu peux pousser ça. Et il donnait l'enthousiasme, et il donnait l'envie. Et c'est comme ça qu'il a éveillé des vocations et qu'il a construit une école d'économie. Et donc il a créé une école d'économie en France, dans tous les sens du terme, par-delà le fait qu'il est cofondateur de l'école d'économie de Paris. Et puis en même temps, il a organisé le retour vers la France d'Esther Duflo. C'est Daniel qui m'a dit, tu sais, Esther serait très intéressée par un retour. C'est à partir de là que je me suis bagarré pour qu'Esther revienne au Collège de France. Mais en même temps, je sais que Daniel fait revenir Roland Benabou, Olivier Blanchard. Et donc, il a vraiment à la fois formé des gens qu'il a poussés à partir et pour qu'ensuite, plus tard, qu'ils reviennent et contribuent à la grandeur de l'école française en économie. Voilà, donc ça, c'est vraiment toute la partie Daniel, bâtisseur d'école. Et influenceur et voilà, donc ça donc c'est le premier grand aspect. Je sais que de nombreux hommages seront rendus ici aujourd'hui au bâtisseur d'école qui était Daniel. Mais il y a un autre aspect de Daniel sur lequel je voudrais insister, c'est le Daniel comme grand humaniste. Daniel a été présent dans la vie de gens et a changé non seulement la vie de collègues à moi qui font de l'économie, mais il a également compté beaucoup dans la vie de gens que je connais qui ne sont pas économistes. Par exemple, Fabienne Servan-Schreiber, quand elle a perdu son époux, Henri Weber, eh bien, une des personnes qui s'est tenue à ses côtés de manière constante depuis 3 ans, quand Henri est mort du Covid, ça a été Daniel. Voilà. Et puis, j'ai l'exemple d'Isabelle Albaret. Isabelle, donc, c'est la personne en fait, qui avait recueilli les témoignages pour la confection du livre sur le prix des meilleurs jeunes économistes. Et en fait, c'est à partir d'interviews qu'avait réalisé Isabelle qu'a été écrit ce livre. Donc Isabelle connaissait très bien Daniel. Et il est arrivé un drame terrible dans la vie d'Isabelle. Elle a perdu sa fille dans un incendie. Et vous savez, en général, quand il vous arrive un drame, les gens autour de vous évitent parce qu'ils ont peur. Ils changent de trottoir, quoi. Et parmi les gens qui n'ont pas changé de trottoir et qui ont tendu la main à Isabelle, il y a eu Daniel. Et Daniel a donné envie à Isabelle de retravailler. Ils avaient des échanges d'SMS. Je crois qu'il a impliqué Isabelle dans la Fondation Jaurès ou dans d'autres choses. Et ce que me dit Isabelle, c'est que c'est vraiment l'homme bon, l'homme bienveillant, l'homme généreux, l'homme qui vraiment écoute, l'homme qui vraiment avec qui on a des échanges personnels. Et moi, je pensais beaucoup à ce film qui s'appelle « La vie des autres », où il y a la sonate pour un homme bon de Karine Okada. Eh bien, je pense que cette sonate s'applique parfaitement à Daniel, la sonate pour un homme bon. C'était un grand humaniste, un homme très bienveillant. Mon adieu à Daniel, c'était cet été. Il s'est trouvé que j'ai passé mes vacances d'été avec sa cousine germaine, Maya Naoum. Et moi, je ne savais pas trop quoi dire à Daniel, j'étais un peu gêné. Et Maya me dit, écoute, il faut que tu lui écrives. Et voilà, et donc j'ai écrit à Daniel que je le pensais très fort et que Maya était avec moi. Et j'ai reçu un mail très chaleureux de Daniel. Cher Philippe, je t'embrasse très très fort et embrasse très fort Maya. Et je sais qu'à ce moment-là, Daniel se savait condamné. Et donc voilà, c'est une énorme émotion pour moi de penser à tout ça et de me dire que j'ai pas assez profité d'un personnage tout à fait exceptionnel. Voilà, merci beaucoup. Pour moi, Daniel, il y a 3 mots qui viennent immédiatement à l'esprit. Une générosité immense, une curiosité sans réserve, et puis également une rapidité, là, époustouflante. J'ai connu Daniel juste au moment où il publiait son ouvrage « Les infortunes de la prospérité ». Et c'est un moment important dans sa vie personnelle et intellectuelle parce que c'est le moment où, d'une certaine façon, il acte le renoncement à une carrière académique classique. Cette carrière académique, il l'avait commencée avec sa thèse, les premiers articles. Et c'est une question dont j'ai parlé avec lui, même si ça n'était pas toujours très facile de parler de cette question-là.
Et je crois que d'un certain point de vue, ce sont ces qualités qui ont fait qu'il a choisi une autre voie que celle d'un économiste académique traditionnel. D'abord parce qu'il voulait avoir prise sur le réel. Et lorsqu'il a travaillé avec Jeffrey Sachs, il a découvert un autre univers, c'est l'univers de la confrontation entre des théories et puis la mise en pratique. Et puis aussi, je crois, parce que sa rapidité époustouflante faisait qu'il avait toujours une impatience et que le travail académique classique, c'est un travail aussi de la lenteur. C'est un travail artisanal où il faut toujours peaufiner, approfondir pendant des mois, parfois pendant des années. Et d'un certain point de vue, Daniel n'avait pas cette patience. Mais de l'autre côté, je crois que l'histoire de Daniel nous amène à réfléchir sur ce que veut dire l'intelligence en sciences sociales. Il y a deux types d'intelligence. Il y a l'intelligence artisanale, l'intelligence que je dirais académique classique, et puis de l'autre côté, il y a l'intelligence panoramique. Et c'est cette forme d'intelligence panoramique qu'avait Daniel. Et c'est la raison pour laquelle il se différencie là des essayistes classiques. Daniel n'a pas simplement été un essayiste à succès. En effet, ce qui m'a toujours frappé, c'est la capacité qu'il avait de lire les travaux scientifiques des uns et des autres, et d'un certain point de vue, souvent, de révéler les auteurs à eux-mêmes. Cette capacité panoramique qu'il avait faisait qu'il était en situation de pousser chacun, aller plus loin et avoir la big picture, et pas simplement le travail immédiat qu'il avait fait. Et c'est la raison pour laquelle il était immensément respecté par ceux qui étaient les savants les plus classiques en économie, parce qu'il les aidait d'une certaine façon, par ce jeu de ping-pong qu'il adorait, à mieux comprendre d'un certain point de vue leur travail, à le resituer dans une perspective plus générale. Et ce travail que normalement on fait avec des doctorants, et qu'il a fait lui-même, et beaucoup de doctorants se sont exprimés pour dire tout ce qu'avait représenté le travail avec Daniel, mais je crois que c'est aussi un échange qui était enrichissant pour ceux qui étaient déjà des savants et des économistes reconnus et accomplis. Et c'est la raison pour laquelle Daniel représente dans la vie intellectuelle quelque chose de très rare et très précieux. Parce qu'à la fois, il était un économiste à grand succès, mais en même temps, il était en interaction constante avec le travail savant, le travail scientifique, travail avec lequel il a su dialoguer et auquel il a permis, pour leurs auteurs, d'élargir leurs perspectives. Et de ce point de vue-là, il est véritablement, dans son travail d'essayiste même, il a joué un rôle absolument particulier. Et si les qualités humaines de Daniel ont été souvent respectées, si on a beaucoup parlé justement de sa générosité, si on a beaucoup parlé de son attention aux personnes, je crois qu'il est important de souligner aussi ce qu'il a représenté comme qualité intellectuelle spécifique, parce que son apport, là, a été, me semble-t-il, très, très unique et n'a pas beaucoup d'autres exemples dans le monde académique et scientifique. Alors Daniel et moi, on se connaissait un peu avant, mais on est véritablement devenus amis quand on a décidé de faire équipe pour préparer l'agrégation ensemble. Lui était macroéconomiste, moi microéconomiste, et donc c'était censé être parfaitement congruent pour préparer ce concours. Mais en réalité, c'est pas ça qui nous a rapprochés. Ce qui nous a rapprochés, c'est au fond la découverte, un peu pour l'un comme pour l'autre, de l'histoire des faits, l'histoire de la pensée. On a passé des heures en fait à parler d'histoire. Et on se faisait lire mutuellement nos lectures de la semaine, on se voyait souvent, plusieurs fois par semaine. Et on se faisait lire chacun ce qu'on avait lu depuis la fois dernière. Et ce qui surnage de cette période, qui en principe n'aurait pas dû être très rigolote, parce que la préparation d'un concours, c'est jamais très drôle, c'est
l'enthousiasme de Daniel à la découverte de bouquins d'histoire. Donc on se faisait lire des choses et il venait, il disait « Mais tiens, j'ai lu ça, tu devrais le lire, c'est vraiment génial !» Et alors un beau jour, on a découvert les 30 Glorieuses de Fourastier. Il se trouve qu'on a lu ça pour la Greg. Et là, Daniel, alors là, il sautait au plafond, il disait « Mais tu vois, si on arrive à produire des récits comme ça pour l'agrégation, c'est sûr qu'on va cartonner, ça va être génial, tu vas voir. » Alors évidemment, tout ça débouchait, on préparait la leçon en 24 heures, et la fameuse leçon en 24 heures, chacun animait au fond et l'équipe de l'autre. Alors là, il a été vraiment fantastique, enfin, il était mon chef d'équipe, j'étais le sien, et toute la nuit, il a arpenté mon appartement, allant d'une équipe à l'autre, rendant tout ça cohérent, remotivant tout le monde, enfin, il a été vraiment extraordinaire. On entrecoupait nos séances de préparation d'écoute de Leonard Cohen. Je me souviens plus si Leonard Cohen venait juste de sortir un disque à ce moment-là, ou si on écoutait des disques plus anciens de Leonard Cohen, mais c'était avec le même enthousiasme. Donc ça, c'était vraiment... ça a rendu toute cette période vraiment... c'était pas un jardin de roses, mais presque quand même. C'était vraiment des moments qui me sont restés à la fois très présents et très précieux. Et depuis, évidemment, ce Daniel-là, il n'a fait que croître et embellir finalement. Et je pense que le Daniel qu'on a tous connu, c'est le Daniel enthousiaste, le Daniel ne laissant jamais tomber. Et ça, finalement, c'est une des choses que je garderai de lui jusqu'à la fin de mes jours, c'est sa manière de ne pas être lassé, jamais, de rien. Il y avait des choses qui l'énervaient, des choses qui l'irritaient. Il pouvait être en bisbille avec tel ou tel, pour des raisons professionnelles ou autres. Peu importe, il n'était jamais lassé. Et donc, il avait une manière de se remettre en selle comme ça, de s'intéresser à tout, de ne jamais laisser tomber, qui est, je trouve, quelque chose d'absolument fantastique dans la vie et qui était fantastique chez Daniel. Et finalement, c'est quelque chose qui m'interdit complètement de réconcilier le souvenir de Daniel avec l'idée de sa disparition. Pour moi, Daniel, c'est quelqu'un de vivant jusqu'à la fin des temps. Et en tout cas, je garderai jusqu'à la fin de mes jours à moi l'image de Daniel enthousiaste et pétillant, sautillant et jamais las de rien.